Dans la lumière dorée d'un matin d'août 1755, Stanislas Leszczynski, à l'aube de ses 78 ans, méditait dans son cabinet du château de Commercy, entouré de volumes reliés, et sous le portrait de sa fille Marie, reine de France, dont les yeux peints semblaient veiller sur lui. Aristocrate polonais, 2 fois couronné roi de Pologne, il avait vu ses sceptres lui glisser des mains, chassé par les vents de la guerre et les intrigues des puissants. Pourtant, loin de s'aigrir, cet homme bon et juste, surnommé le bienfaisant, avait forgé en Lorraine un royaume d'esprit, où sa culture encyclopédique et son cœur généreux rayonnaient. Ses soirées, toiles vivantes où il peignait son idéal, mêlaient raffinement et simplicité, accueillant nobles et roturiers dans une communion de joie. Les intellectuels s'y pressaient, tel Voltaire, dont la plume acérée avait jadis loué l'autre philosophe, ou Montesquieu, captivé par ce prince déchu qui parlait latin, français et polonais avec la même aisance, et dont les maximes comme « celui qui possède beaucoup n'est pas le plus heureux, c'est celui qui désire peu et qui sait jouir de ce qu'il a », résonnaient comme des oracles. Ce jour-là, il convoqua son intendant, Dubois, et la marquise de Boufflers, dont l'éclat et l'esprit faisaient d'elle la véritable maîtresse de maison depuis la mort de son épouse, Catherine Opalinska, en 1747. « Où en sont les préparatifs pour la grande fête de ce soir ?» demanda-t-il chaleureusement. « Tout se déroule comme prévu », répondit la marquise, parée d'une robe de soie azur et le regard pétillant d'intelligence. Elle dressa ensuite la liste des invités, des érudits de la Société royale des sciences et belles-lettres, un violoniste italien, des nobles lorrains et un orfèvre de Commercy dont le travail avait séduit le duc. Soudain, on frappa à la porte et M. Dubois, livide, entra dans le cabinet. « Monsieur le duc, Madame de Boufflers, le maître pâtissier a quitté son poste. Nos desserts sont perdus. » La marquise, sans perdre son sang-froid, arqua un sourcil, son esprit vif déjà en quête de solution. « Trouvez-nous un remplaçant, Dubois, et vite !» L'intendant, hochant la tête, répondit avec une lueur d'espoir. « Il y a bien une jeune servante des cuisines, madame, connue pour son adresse. Elle pourrait nous sauver. »« Qu'elle se mette à l'œuvre sans perdre un instant !» coupa la marquise. « Et donnez-lui tout ce dont elle a besoin. » En s'éloignant des cabinets du duc, Dubois se rendit aux cuisines, vaste ventre grouillant du château, d'où montait un vacarme étourdissant de fer et de voix. En franchissant le seuil, il s'immobilisa, ses yeux scrutant la scène, jusqu'à ce qu'il s'arrête sur une jeune fille, affairée au pétrissage d'une pâte à pain. L'allure de la besogne était rude, ses gestes étaient vifs et précis, mais la douceur de son visage révélait une autre nature. D'un pas résolu, l'homme se dirigea vers la jeune fille et déclara : « En l'absence du chef pâtissier, c'est à vous qu'incombe la charge des desserts de la grande fête de ce soir. Que proposez-vous » La jeune fille essuya ses mains, encore lourdes de farine, prestement sur son tablier. Ses joues soudainement rouges trahissaient une émotion qu'elle s'efforçait de cacher. « Monsieur, » répondit-elle calmement, « je préparerai des gâteaux simples, parfumés à la fleur d'oranger et au citron. » « Fort bien, mettez-vous à l'ouvrage. » C'est ainsi qu'elle appela la cuisinière la plus proche pour la remplacer à son pétrin et se lança dans l'exécution de sa tâche. Le temps pressait. Elle opta donc pour une recette qu'elle connaissait bien et se mit immédiatement en quête des ingrédients nécessaires. 1 livre de farine, 1 livre de beurre, 8 jaunes et blancs d'œufs, 3 quarts-terrons de sucre fin et un demi-verre d'eau. Elle râpa un zeste de citron vert, ajouta des fleurs d'oranger pralinées et pétrit le tout. « Marie, lança-t-elle à une cuisinière, je ne trouve pas les moules à gâteau. Où sont-ils donc passés ?»« Mademoiselle, nous les avons tous utilisés, » répondit-elle. Inquiète, la jeune fille balaya la pièce du regard, son esprit en ébullition.
Dans un grand bac, elle aperçut une pile de coquillages. Une idée folle lui traversa l'esprit. « Je sais, nous allons nous servir de ces coquilles Saint-Jacques. Elles donneront à nos gâteaux une forme élégante et originale. Marie, veux-tu bien m'aider à les nettoyer ?» Ensemble, les deux femmes lavèrent les coquilles une par une, puis versèrent la pâte, les enfournèrent et attendirent que la magie opère. Pendant ce temps, la grande salle du château de Commercy se transforma en une véritable fourmilière. Les serviteurs s'affairaient en un balai bien réglé, tirant des coffres les plus riches tentures, déroulant sur les longues tables des nappes de damas blanc. L'argenterie, lourde et ouvragée, sortit de ses écrins de velours. On y retrouva des fourchettes et des couteaux aux manches de nacre, des gobelets ciselés arborant les armes du duc, des salières d'un art délicat. Bientôt, les chandeliers de bronze s'illuminèrent d'une myriade de chandelles de cire, chassant les ombres tenaces des coins de la pièce, et une lumière douce et dorée enveloppa les murs, les portraits des ancêtres et les grands miroirs qui démultipliaient la flamme. L'air s'emplit d'une odeur de cire chaude et de fleurs fraîchement coupées, disposées en bouquets somptueux dans de grands vases de porcelaine. Puis, alors que le crépuscule s'installait, le branle-bas de combat se fit entendre dans la cour. Le bal des carrosses commença. Les lourdes caisses aux blasons peints et aux suspensions grinçantes arrivaient les unes après les autres, déversant une foule bigarrée de seigneurs et de dames parés de leurs plus beaux atours. Les soirées bruissaient, les bijoux scintillaient, les perruques poudrées se pressaient sur le perron, et les voix montaient en une rumeur joyeuse et impatiente. À l'intérieur, le duc Stanislas et sa cour, resplendissants, recevaient leurs invités. Les conversations s'entremêlaient, les rires fusaient, l'orchestre de chambre entamait ses premières mélodies. Puis les convives s'installèrent aux tables, et ce fut le début des hostilités. Gibier, volailles des terres ducales et poissons des rivières de Meuse et de Moselle se succédèrent sur les tables, arrosés du mythique Tokaji, ce vin d'or liquoreux que Stanislas avait rapporté de ses lointaines vignes hongroises. Chaque bouchée, chaque gorgée était un hommage au palais, une célébration de la vie. Mais l'impatience montait, car tous attendaient le clou du festin, les desserts. Depuis son séjour à Chambord, le duc raffolait des plaisirs sucrés, et ses dîners à Commercy étaient devenus célèbres pour la magnificence de leurs pièces montées et de leurs croque-en-bouche, œuvres d'art éphémères de sucre et de pâte d'amande. On attendait donc la gloire finale du repas. Enfin, le moment tant attendu des douceurs arriva. Une surprise accueillit les regards. Ce n'étaient point les chefs-d'œuvre de l'architecture pâtissière que l'on attendait, ni le déjà célèbre baba au rhum. Les serviteurs portèrent des plateaux d'argent où reposaient de simples gâteaux, dodus, à la forme évocatrice d'une coquille Saint-Jacques. Cette simplicité qui pouvait passer pour de la pingrerie intrigua l'assemblée. Mais dès la première bouchée, le doute s'effaça. Un silence de dévotion s'installa, rompu seulement par un murmure d'émerveillement. Car ces petites choses, loin de la prétention des créations pâtissières, possédaient une grâce supérieure. Le citron vif et ensoleillé s'alliait à la fleur d'oranger douce et caressante, dans une pâte d'un moelleux sans pareil. Les grands plats d'apparat avaient été détrônés par un gâteau humble en apparence, mais riche d'une âme véritable. À la table d'honneur, un homme demanda au duc qui était l'auteur de ces friandises. Madame de Boufflers, toujours aussi vive, exigea sur le champ que l'intendant mène la jeune cuisinière devant son Altesse. Quelques minutes plus tard, la jeune fille entra dans la grande salle. Intimidée par le faste et la curiosité des regards, elle fit une révérence.
Le duc Stanislas s'avança. « Alors, c'est vous qui avez conçu ces succulents gâteaux ?» lui demanda-t-il, un sourire aux lèvres. « Oui, monsieur », répondit-elle d'une voix à peine audible. « Je vous félicite, ils sont merveilleux et délicieux. On sent une pointe de citron et un autre ingrédient. Qu'est-ce donc ?» La fleur d'oranger, glissa-t-elle, reprenant un peu d'aplomb. « Oui, bien sûr, la fleur d'oranger. Bravo! Admirable! Comment s'appellent ces petits gâteaux ?»« Ils n'ont pas de nom, monsieur le duc. » »« Il leur faut un nom, » lança le duc. « Nommez-les en l'honneur de la cuisinière !» s'écria quelqu'un dans l'assistance. « Oui, fort bonne idée. Quel est votre prénom, jeune fille ?»« Madeleine. » « Alors, nous appellerons ces gâteaux des madeleines. » conclut le duc. C'est donc dans la chaleur odorante d'une cuisine, où chantaient les cuivres et les fourneaux, qu'une jeune cuisinière façonna de ses mains vives une pâtisserie si simple, mais qui allait conquérir le monde. Car cette douceur, en franchissant les portes des maisons bourgeoises et des palais princiers, en voyageant au-delà des quais des gares, devint un emblème non seulement du savoir français, mais aussi un symbole de ce lien mystérieux entre le sens et la mémoire. Ainsi qu'allait le montrer, bien des années plus tard, l'écrivain Marcel Proust, qui, trempant une madeleine dans son thé, retrouva dans l'éclat d'un instant les paysages perdus de son enfance. Ainsi, l'humble invention d'une jeune cuisinière s'éleva au rang de symbole, le sceau d'une France où l'art de vivre se confond avec l'art de se souvenir.